Sono- Buonasera a tutte e a tutti, un cordiale saluto da Courmayeur. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir de Recording in Courmayeur. progress. Je suis Roberto Ruffier, président de la Fondation Courmayeur. Je vous adresse ma plus cordiale bienvenue pour la présentation du 10e numéro de la revue Arcalp. Je suis à l'intérieur de la bibliothèque de la Fondation actuellement et permettez-moi de dire d'abord quelques mots à propos de notre bibliothèque. Le siège de la Fondation, comme vous le savez, se trouve au centre-ville de Courmayeur, au siège de l'hôtel Ange. Et c'est ici qu'on a lancé le projet Courmayeur Climate Hub financé dans le cadre du PNR qui prévoit la restauration du salon de l'ancien hôtel Ange avec la restauration des fresques du 19e siècle. Voici les images de notre bibliothèque. Ce projet prévoit donc de restaurer le salon et les fresques du 19e siècle, ainsi que la création d'un laboratoire, un hub, un lieu physique susceptible d'accompagner l'essor de Courmayeur dans les prochaines années. Parmi les différentes interventions prévues, il y a la mise en place d'une bibliothèque numérique consacrée aux thèmes qui sont les nôtres pour compléter la bibliothèque existante qui comprend 3100 volumes environ. Ces livres sont le fruit de deux dons importants dont on a bénéficié qui proviennent des collections des plus importants intellectuels valdôtains, Laurent Ferretti, dont la famille a fait un don sur le thème du tourisme de la montagne, et l'architecte Giuseppe Nebbia qui a fait le don euh, de biens spécialisés dans l'architecture de montagne. Nous sommes en train de développer la plateforme ad hoc qui va accueillir cette bibliothèque numérique qui se pourra être consultée en ligne à partir de vos appareils, de vos dispositifs et qui sera donc disponible à tous. Nous souhaitons créer une bibliothèque numérique pouvant intégrer des textes, des vidéos avec une seule, dans le cadre d'une Digital Library intégrée. L'inauguration de la bibliothèque des montagnes, prévue pour le 28 décembre à Courmayeur, et la consultation en ligne sera possible à partir de début janvier. Dans ce cadre, nous développons actuellement une nouvelle série de cahiers de la Fondation. Nous les avons appelés les cahiers numériques car il s'agit de cahiers qui ont été conçus expressément pour être utilisés en ligne. Donc, non pas des textes sur papier qui sont ensuite mis sous format PDF, mais ce sera des contenus qui ont été conçus expressément pour être lus en ligne. Les premiers cahiers concerneront l'architecture de montagne et en janvier, on va publier le premier volume, l'Atlas numérique du patrimoine bâti abandonné de la vallée d'Aoste. C'est une recherche que nous avons développée à partir de 2021 en collaboration avec le Polytechnico de Turin dans le cadre d'un projet plus vaste qui concerne la remise en état du patrimoine valdôtain sous-utilisé. Toujours en collaboration avec Roberto Dini. Je tiens à vous signaler également deux rencontres d'architecture de la Fondation qui vont avoir lieu dans les prochains mois et notamment le 30 novembre à Host, on aura une rencontre
portant sur la pédagogie et l'architecture, dans lequel sera illustré le cas de la colonie de vacances de Olivetti à Brissogne. Puis le 1er décembre à Host, un colloque du cycle Retour aux Alpes, cycle triennal que nous avons promu avec Marco Gulazzani et Francesca Chiorino. Le titre sera Les modes des loisirs pour enquêter sur toutes les structures autour du monde des loisirs. Pour revenir à notre revue, nous fêtons aujourd'hui le 10e numéro de la revue. Nous les avons suivis un pas après l'autre, un numéro après l'autre, dans le cadre de cette collaboration qui dure depuis longtemps entre l'Institut d'agriculture de montagne du Polytechnico de Turin et la Fondation. Dans le parcours que nous avons fait jusque-là, euh, une conviction s'est de plus en plus renforcée et qui est toujours au centre de l'action de l'Observatoire et qui est rappelée dans l'éditorial de ce numéro. Les territoires de montagne sont revenus à la une, ne sont plus aux marges et ne sont plus destinés à rester en tant que territoire périphérique. À partir de notre point de vue, comme fondation, nous pouvons affirmer que dans les dernières années, des signaux concrets se sont multipliés qui confirment cette orientation. Ces signaux sont présents aussi dans les autres montagnes du monde, comme le témoigne le numéro 10 de notre revue et comme nos différents intervenants pourront illustrer par la suite. Je tiens à remercier, pour finir, l'Ordre des architectes de la Vallée d'Aoste avec le président Sandro Sapia et toute son équipe qui ont toujours été à côté de nous pour organiser ces rencontres, toute la rédaction d'Arc Alpes pour ce dernier numéro très beau et en les remerciant pour tout le parcours que nous avons fait ensemble au fil des ans. Il y a toujours eu un dialogue continu avec toute la rédaction tout entière. Je tiens encore à remercier tous les intervenants. On va partir des Apennins jusqu'au Balkan pour arriver jusqu'au Japon. Et je tiens également à remercier chaleureusement tous les rapporteurs qui ont accepté notre invitation. Je tiens encore à remercier Barbara Elisa de la Fondation Courmayeur qui ont travaillé pour organiser ce colloque. Beaucoup de personnes sont connectées. Je vous remercie tous. Je passe la parole au président Sapia. Merci Roberto, je suis Sandro Sapia. Je représente le Conseil de l'Ordre des architectes de la Vallée d'Ost. Je tiens à remercier la Fondation Courmayeur-Mont-Blanc, représentée par Monsieur Ruffier, pour la collaboration de très longue date. Je tiens à remercier Elisa et Barbara pour cette collaboration qui continue depuis 20 ans. Ce sont les véritables moteurs de la Fondation. Mais je tiens à remercier tout particulièrement les amis d'Arcalp euh, qui nous présentent en avant-première la parution de ces revues. Euh, nous ne cessons de souligner l'importance, tout l'enthousiasme que nous éprouvons pour cette revue qui tient compte de tous les avis des personnes qui habitent les Alpes, pour lesquelles cette revue est devenue un véritable phare pour connaître les processus d'évolution de notre réalité alpine. Cette revue est en mesure de solliciter des moments de discussion et de dialogue, même dans nos réunions. Et ce, grâce à un travail important d'études et de recherche qui a été réalisé. Donc, tous les 6 mois, on traite des sujets actuels et innovants. Donc, l'actualité et l'innovation sont les deux caractères principaux de cette revue. Et il s'agit véritablement d'une grande avancée dans ce secteur.
Ce numéro est particulièrement important et suggestif car fait passer les Alpes d'une dimension locale à une dimension transfrontalière et on va vers une dimension internationale. Il y a une comparaison entre différentes réalités internationales et un tour d'horizon ainsi que des exemples multiples très intéressants. On a toute la partie, donc les articles qui sont dans dans ce numéro présentent ce territoire et analysent, étudient différents facteurs sur ces zones, les facteurs historiques, économiques, sociaux. Et ce, malgré les diversités, les distances entre les différents lieux vu que ces montagnes sont tellement éloignées les unes des autres. Mais on souligne les thèmes, des thèmes qui sont communs, qui sont transversaux. Et donc, on a beaucoup de thèmes. Et je pense que c'est là le but du numéro 10 de cette revue. Alors, nous avons certainement des défis communs. Le dépeuplement, tout d'abord. Dépeuplement qui est dû aux conditions de vie difficiles, l'absence également de services de première nécessité. Donc, ceci a entraîné un abandon des petits villages pour aller vers des villes beaucoup plus grandes et qui surtout plus en mesure de satisfaire les besoins en matière d'emploi, d'études, mais également pour permettre d'avoir accès à toutes les formes de services. Cependant, quelque chose change aujourd'hui. C'est ce que disait Roberto tout à l'heure. Il y a des facteurs, en effet, qui indiquent qu'on est en présence d'un changement. Alors, il y a tout d'abord une plus grande sensibilité vis-à-vis de l'environnement, de la nature. On recherche par ailleurs une nouvelle socialité, une nouvelle humanité, plus de solidarité, surtout pour les jeunes générations. Ensuite, il y a de nouvelles structures de production. Ce n'est plus comme par le passé où on avait besoin de beaucoup d'espace et d'une emprise sur l'environnement. Donc cela aussi, ça change parce que les formes de travail à distance se développent. Cela devient une réalité de plus en plus présente. Donc, tous ces facteurs ont pour conséquence, en plus du changement climatique auquel on assiste jour après jour, on s'en rend compte même maintenant. Donc, cette combinaison de facteurs entraîne l'apparition d'une tendance, une sorte de réappropriation de la montagne par ses utilisateurs. Jusqu'à il y a quelques années, eh bien, on ne serait jamais allé vivre à la montagne, contrairement à ce que l'on fait aujourd'hui de plus en plus. Donc, il va falloir essayer de capter cette demande. On le dit souvent, la présence de ce retour à la montagne est sans doute un défi que nous devons tous savoir mépriser au cours des prochaines années. Et cela est commun, par ailleurs, à toutes les régions de montagne qui ont été présentées. Mais à cette fin, on a besoin d'identifier un élément nous permettant la réappropriation de ces montagnes. Donc, il faut créer la communauté, ou plus exactement recréer la communauté, une nouvelle forme de communauté de montagne. Et ce, du point de vue économique, social et démographique. Mais ceci doit être gouverné par des instruments, par des programmes et par une planification du territoire. C'est ça qui est difficile. Et là aussi, nous nous engageons le plus possible avec les élus sur ce point, parce qu'il il n'y a pas de planification, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas de projet, si bien que nous devons précisément nous efforcer de définir cette vision pour l'avenir de ce territoire, parce qu'il est nécessaire de garantir la survie de la communauté dans ce contexte, et donc il faut au moins réussir à satisfaire les les plus les plus simples, l'emploi, les réseaux de communication qui doivent être efficaces, évidemment, qui doivent être performants, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ensuite, l'éducation, donc la présence de l'école, tels sont donc les éléments essentiels de façon à pouvoir rendre possible de manière réaliste une vie à la montagne. Les exemples qui sont traités dans la revue mettent en évidence qu'une architecture de qualité a un rôle stratégique pour la vie de ces communautés. Mais cette architecture doit être capable de conjuguer les thèmes sociaux, écologiques et culturels en faisant une sorte de synthèse. Et ce, de façon à proposer des projets, des modèles de projets qui sont complexes, qui ne se contentent pas
de réaliser des contenants, même s'ils sont beaux sur le plan architectural, en ce sens que le beau, pardon, doit aller de pair avec la fonctionnalité. Donc, nous devons tous nous engager dans cette voie, nous, en tant qu'ordre des architectes, grâce à la Fondation aussi et grâce également aux associations qui sont connectées. Le président, en particulier, est en train de faire un excellent travail. Donc, nous sommes tous en train de nous engager et nous travaillons dans ce sens pour sensibiliser, mais également en proposant des solutions qui soient concrètes et opérationnelles. Voilà, telle est la voie que nous devons suivre tous ensemble, à mon sens. Merci à vous tous et je vais donner la parole à Roberto Dini pour la introduction. Bonsoir à vous tous et toutes. J'espère que vous voyez l'écran et la présentation que nous avons préparée. Alors, tout d'abord, permettez-moi de remercier à mon tour Sandro Sapia de l'Ordre des architectes pour cette introduction qui, je dois dire, est très flatteuse vis-à-vis des attentes. Mais en même temps, cela nous met dans une situation difficile parce qu'à chaque fois que l'on présente un nouveau numéro de la revue, eh bien, on sent une sorte de pression sur nos épaules, en ce sens que nous sommes un petit peu sur le devant de la scène et les projecteurs sont dirigés vers nous pour voir ce que nous réussissons à produire tous les 6 mois. Merci également à la Fondation qui nous accueille. Et le webinaire à chaque semestre est une occasion très importante pour raconter ce que contient le numéro, mais également pour avoir des contacts avec le monde professionnel. D'une part, ce sont nos lecteurs, bien entendu, mais également les personnes qui produisent des projets, qui réalisent les architectures que nous publions par la suite dans notre revue. Donc, je tiens à souligner l'importance de ces rencontres entre nous. Vous êtes tous connectés et donc permettez-moi de résumer en quelques mots ce qu'est la revue Arcal pour ceux qui ne la connaissent pas encore. C'est une revue internationale qui est consacrée à l'architecture et au paysage alpin. Revue internationale parce que elle a un comité scientifique qui est composé de personnes d'envergure internationale. Nous avons des scientifiques, des architectes, des historiens de l'architecture, des historiens du paysage également provenant de différents pays alpins, de France donc, mais également d'Italie, d'Autriche, d'Allemagne, etc. Donc, nos référents scientifiques deviennent de plus en plus nombreux au fur et à mesure et la dimension donc est de plus en plus internationale. Architecture et paysages alpins, pardon. Pourquoi? Eh bien parce que cette revue a vu le jour dans le cadre de notre centre de recherche qui est à l'École polytechnique de Turin et qui s'appelle Institut d'architecture de montagne. Depuis 2009 qu'il existe, il réalise des recherches, des études et différents projets qui ont trait au monde des Alpes et à l'architecture du paysage alpin. Vous voyez ici donc les numéros de l'ancienne série qui n'est disponible qu'en ligne. C'était un petit peu le début de notre revue Arcalp. Et par la suite, cette revue a évolué. Euh, Nous avons réalisé une version sur papier. Donc, ce que vous voyez à l'écran maintenant, ce que vous voyez à l'écran, eh bien, ce sont des revues qui sont aussi sur support papier et que vous trouvez également sur le site arcade.ip. Alors, nous sommes arrivés au 10e numéro, donc c'est pour nous une étape extrêmement importante. C'est pas facile car les ressources en termes économiques et en termes de personnel sont assez réduites. Euh, je parle de l'université, mais également du monde professionnel de l'architecture, si bien qu'il n'est pas toujours facile de respecter les délais de publication des numéros. Et surtout, ce qui est difficile, c'est de trouver à chaque fois des thèmes nouveaux qui soient intéressants, qui soient contemporains en même temps et qui est très bien entendu à l'architecture, mais en même temps qui suscite un intérêt un peu plus général.
Voilà pourquoi nous essayons à chaque fois de traiter des thèmes spécifiques. Chaque numéro a un fil rouge. Nous avons commencé avec le numéro 1 qui présentait une panoramique, une vue d'ensemble du rapport entre la régionalité alpine et la production architecturale dans ces différentes régions, donc dans toutes les zones des Alpes, à savoir de la France à la Slovénie. Ensuite, il y a eu différents numéros qui ont été consacrés notamment au thème du patrimoine et la façon dont l'architecture contemporaine s'inspire de cet ensemble constitué par le patrimoine historique des Alpes. Il y a eu des numéros qui ont été également consacrés à l'architecture du XXe siècle dans les Alpes. Ensuite, d'autres numéros de la revue consacrés au développement local. Tout à l'heure, M. Sapi a parlé de l'importance de l'architecture qui est une base pour l'économie locale. Et donc les numéros 4, de même que le numéro consacré à l'architecture et à la production, sont des numéros qui ont traité ces sujets. Puis ensuite, nous sommes occupés du thème de l'environnement. C'est le cas notamment de la revue numéro 9. Alors, la dernière née a pour objectif de célébrer le 10e numéro donc, de cette revue. Et nous avons essayé de sortir du périmètre de la Convention alpine et des frontières européennes aussi, puisque nous avons voulu explorer les montagnes du monde entier. Nous avons voulu donc nous mettre en quête des expériences d'architecture contemporaine dans ces régions de montagne. Cela a été un défi parce que les objectifs que nous poursuivions étaient clairs à travers ce numéro, mais en même temps, on ne savait pas où nous mènerait cette exploration et surtout quels seraient les résultats. Si bien que cela a été un numéro un petit peu expérimental que ce dernier de la revue, qui nous a permis de confirmer un certain nombre de choses, mais en même temps à réserver quelques surprises et j'espère que nous allons pouvoir vous transmettre cet effet de surprise euh, pour les personnes qui vont lire la revue. Alors, je vais passer maintenant rapidement en revue cette revue pour vous donner une vision d'ensemble. Malheureusement, on n'a que 2 heures à notre disposition, donc on ne peut pas avoir tous les auteurs du numéro de cette revue aujourd'hui, mais nous avons sélectionné un certain nombre d'interventions qui nous semblent intéressantes pour fournir une vision plus spécifique tout en ne perdant pas de vue le contexte général. Donc, vous voyez que le numéro est consacré à plusieurs pays européens et en même temps, on s'intéresse à d'autres pays, les États-Unis, l'Amérique du Sud, les pays nordiques, y compris les montagnes du Japon. Ce numéro, alors vous voyez une carte qui résume un petit peu tous les pays qui sont touchés et il y a des thèmes qui sont abordés à travers ce numéro en particulier. En effet, nous avons analysé la production contemporaine au niveau architectural dans ces régions de montagne et nous avons identifié 4 grands thèmes qui, à notre sens, incluent toutes les approches qui sont actuellement en jeu. Le premier thème est la remise en état. Je sais que c'est la première intervenante, Madame Picconi, qui va approfondir ce sujet. Il s'agit là d'un thème extrêmement important dans le bassin méditerranéen et en particulier les approfondissements qui concernent les Apennins ainsi que les zones internes de l'Italie. Ces approfondissements donc montrent que l'architecture contemporaine est l'un des moteurs d'une nouvelle vision, à savoir la recherche d'une nouvelle habitabilité de ces territoires de l'intérieur. Nous avons traversé avec nos auteurs donc certaines régions comme la Sicile, la Sardaigne et nous sommes même arrivés à la Corse. Deuxième grand thème qui est abordé et qui a résulté de cette exploration est le thème du paysage. En effet, dans de nombreux contextes, surtout dans les pays nordiques, aux États-Unis ou au Japon, on constate que le thème de l'architecture contemporaine est très en lien avec le paysage et aussi avec la dotation en infrastructure du paysage, tout en gardant les aspects environnementaux et le caractère naturel du paysage. Donc, nous avons un approfondissement de Sophia Nannini sur les montagnes d'Europe du Nord, à ce titre, un essai intéressant de Yuin
et Inhaz, que nous avons le plaisir d'accueillir tout à l'heure dans notre webinaire qui vient du Japon. Ensuite, des montagnes de Chili, d'Amérique du Sud, mais également l'architecture contemporaine en Amérique du Nord, dans les montagnes d'Amérique du Nord. Enfin, le dernier sujet qui est un petit peu plus complexe, qui a été abordé dans le cadre de ce numéro, est le thème de la mémoire. Dans certaines régions de montagne euh, d'Europe, les Balkans notamment, mais également l'Europe de l'Est d'une manière générale, le thème de la mémoire et de la construction contemporaine des paysages et de l'architecture est un phénomène extrêmement complexe qui est en étroite relation avec l'histoire particulière de ces lieux. Nous savons que ce sont des carrefours, des creusets de culture et d'histoire. Et donc, il y a une sorte de stratification de la mémoire dans ces régions qui est un phénomène particulièrement sensible aujourd'hui. Et on s'en rend compte encore à travers l'architecture de ces régions, des Balkans à la Serbie, à la Croatie, en passant par la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie ou même la région à la frontière entre la Slovaquie et la Pologne. Je crois avoir été déjà un petit peu trop long et donc je vais laisser la parole à la première intervenante, à savoir Adelina Piccone, qui va faire une intervention. Et je crois qu'elle a des choses à nous présenter également visuellement, donc, enfin, je ne crois pas plus exactement qu'elle nous présente quelque chose visuellement. Donc, je vais lui laisser la couverture de notre refus. Elle est rechercheuse à l'Université Federico II de Naples, c'est très important en termes d'études, mais elle a également une activité sur le terrain. En effet, à travers le master ARINT qui est consacré au thème des zones de l'intérieur, eh bien, c'est l'une des représentantes les plus importantes des actions et des études qui sont consacrées à la régénération dans le sud de l'Italie et dans les Apennins en particulier. Donc, je lui laisse la parole immédiatement. Roberto, grazie a tutti. Innanzitutto Merci beaucoup, Roberto. Merci à toutes et à tous. all'interno di questo numero della rivista Écrire dans ce numéro de la revue a été très important. C'est un numéro qui ouvre vers à d'autres contextes par rapport au contexte de référence et initial. Et cela n'est pas le fruit du hasard à un moment historique où la complexité et une série d'événements, de vicissitudes, le croisement d'une série d'événements font en sorte qui mettent en évidence la relation, l'importance des relations, l'importance de mettre en place des réseaux thématiques ou territoriaux. Contextualisme des Apennins. En réalité, mon intervention dans la revue est un article qui représente un moment de réflexion sur une série de thèmes et de questions qui, au quotidien, je dois affronter dans cette activité militante qui a été évoquée par Roberto Digne. Le master ADIT, donc c'est la cinquième édition, est justement un master qui s'occupe de petits villages, de zones intérieures, et on le fait en étant à l'intérieur de zones de réalité territoriale, en expérimentant des relations avec les contextes, des relations avec les personnes, les communautés, pour mettre en œuvre des processus qui sont des processus de régénération. Et pour comprendre, c'est un master d'architecture et de projet. C'est un master qui s'occupe, qui essaye d'enquêter, d'investiguer le rôle de l'architecture, qui n'est pas évident, au sein des processus, pour voir si l'architecture arrive et a la possibilité de déclencher des processus de régénérescence, comme dans certains cas pilotes intéressants. Euh, c'est une réflexion critique, la mienne,
celle que je fais dans ce numéro de la revue. Pourquoi? Car ouvrir à d'autres montagnes, pour moi qui vis et qui travaille à la campagne, a pris une signification, le sens de réfléchir sur une condition, la condition d'être au sud, d'être situé au sud. hum, Nous sommes en effet les héritiers de cette réalité du Sud, de se considérer de plus en plus comme un trait d'union entre la Méditerranée et les autres réalités. Méditerranée qui est présente ces jours-ci dans l'actualité. Et la question du sud de l'Italie, eh bien, c'est les thèmes de la marginalisation, de l'exode et des petits villages, des zones internes. Eh bien, j'ai constaté qu'ils étaient trop liés à la question méridionale, car il s'agit d'une condition vécu dans plusieurs contextes. Le numéro de cette revue le témoigne. On a des contextes très différents et nous avons pu réfléchir sur d'autres contextes européens et non européens qui sont justement concernés par des conditions de marginalisation et de dépeuplement. Et le fait donc de rentrer intégrer ce thème dans la question méridionale me semble faire abstraction de questions qui pourtant sont importantes. Et donc, pour avoir un regard critique et comprendre comment déclencher ces processus et où. Je reconnais le rôle de personnes importantes comme Scodellaro, Rossidoria, qui, du point de vue culturel, ont été très significatifs. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, certaines conditions qui concernent en particulier notre pays et comment le PNNR est en train d'agir dans le cadre des dynamiques de transformation des réalités des petits villages. Eh bien, en pensant à cela, je dois faire un peu pas en arrière par rapport à cette idée de base, à la base de ma critique. Et je le fais en considérant aussi l'autonomie différenciée et ce qui se passe au niveau national sur les niveaux essentiels des prestations qui semblent être tout à fait étrangers à l'organisation territoriale, alors qu'ils vont devenir importants dans la construction de nouveaux espaces. Moi, actuellement, je considère que la question de l'Italie du Sud est différente par rapport à ce thème. Le dernier livre de Donzelli, L'Entopede, raconte de la condition de la Calabre qui reprend justement ces thèmes, ce type de thème. Mais en réalité, vu les études qui ont été les miennes, qui m'ont amené à comprendre, à connaître le caractère méditerranéen ainsi que la condition de vivre, d'habiter dans certains pays de la Méditerranée, sur le pourtour méditerranéen, eh bien, cela me fait penser non seulement à une nouvelle considération d'une idée méridionaliste, à savoir à reconsidérer la possibilité de nouvelles directions. Mais cela me porte également à réfléchir sur une nouvelle condition méditerranéenne qui devrait nous faire réfléchir sur les relations et la possibilité de suivre des réseaux thématiques, des indicateurs thématiques entre les Apennins et la Méditerranée et entre les Alpes et les Apennins.
avec une vision qui a été suivie par la Fondation Appennino, de laquelle il ressort la possibilité d'une nouvelle recherche qui reprend les principes, qui ne change pas et qui élargit ces principes et les possibilités d'intervention vers une recherche intéressante. Le caractère méditerranéen qui ne peut plus être considéré comme la transposition dont parlait Benedetto Gravagnolo ou bien qui se confirme et qui répond aux catégories historiques, un caractère méditerranéen transposé en tant que mythe qui a été le caractère méditerranéen de ce modèle. Ce caractère susceptible d'identifier des visions de transformation, de relations entre les pays et pouvant également profiter de la numérisation, susceptible de construire des interrogations pour interroger les intelligences artificielles qui sont entrées dans notre vie et dans notre système de connaissances et susceptibles de nous aider à comprendre comment mettre en œuvre des processus interdisciplinaires et sur différentes échelles et nous permettant de connaître les contextes en étant avec une attitude aérodynamique, pour ainsi dire, pour comprendre les relations, les trajectoires territoriales, indépendamment de notre attitude à construire des affirmations qui témoignent, ce qui est toujours représenté par la programmation, les planifications. Et ces plans, ces plannings construisent en réalité des frontières, des limites, des périmètres qui souvent sont opposés les unes aux autres. Donc, des périmètres différenciés entre les communes, les communautés de montagne, les parcs, les zones ZPS, etc., etc. Donc, autant de limites, alors que une nouvelle idée de transformation territoriale devrait non plus construire des périmètres fermés, mais essayer de tracer des lignes, des grands vecteurs thématiques, moteurs du développement dans une dimension et en raisonnant sur une dimension de ce type. Et le protagoniste des architectures dont on parle dans le numéro de la revue, le protagonisme de tout, c'est justement le contexte, la nouvelle dimension. Et voilà pourquoi c'est une nouvelle dimension, tout d'abord transdisciplinaire, ce qui a été étudié de plusieurs points de vue, et vers l'idée de se lancer vers un nouveau contextualisme qui évoque l'idée de contexte qui est transmise par Serena Iepino dans son livre sur le paysage et qui est associé en réalité à un texte qui réunit une série de significations, processus et éléments qui caractérisent les humains et les non-humains et qui les lient aux lieux, aux différents lieux, des architectures susceptibles de transposer l'idée de ces contextes, comme les images des photos, les photos de deux photographes qui ont
on donnait pour titre paysage intérieur et qui ont un regard qui fait état de la présence de l'homme qui n'est pas le protagoniste presque jamais. C'est une présence qui n'est presque jamais fixe, stable, mais c'est toujours une présence en mouvement. Il semble que le travail dans les petits villages, dans ce numéro, cela est très évident. Et comme dans toute la revue Arcalpe, il semble que cela a ouvert la voie à différentes expérimentations qui vont vers l'innovation, des dimensions d'expérience non possibles dans d'autres contextes territoriaux où les entrepreneurs, l'internalisation, les liens possibles entre réseaux territoriaux avec la Méditerranée entre la Méditerranée, les Apennins et les Alpes et l'Europe du Nord semble être enfin possible. Dans l'architecture, on est passé d'une phase après la catastrophe, le tremblement de terre de notre région. On avait pensé qu'il suffisait reconstruire le patrimoine bâti pour avoir comme conséquence pour pouvoir réhabiter. Mais là, on est passé à une prise de conscience que le mot reconstruction, dans la plupart des cas, doit être remplacé par le mot régénération. Souvent, les architectures, surtout celles qui sont décrites dans cette revue, et je fais l'allusion en particulier à la Maison de la Culture d'Aquilonia que je connais très bien, eh bien, ces architectures arrivent à le faire, en ce sens que ce sont des architectures qui deviennent des vecteurs de régénération des contextes dans lesquels elles s'inscrivent. Très souvent, ce qui se passe, c'est que les processus de régénération sont entrepris et coordonnés par des architectes. Ces derniers ne s'occupent pas seulement des projets qui ont trait aux espaces ouverts, aux édifices, aux bâtiments, aux bâtis, et ils ne se penchent pas seulement donc, sur les nombreuses formes de réutilisation qui existent, réutilisation sur le plan énergétique notamment, mais on procède également à une interprétation des paysages et des contextes, et ceci se fait à travers des architectures qui mettent sur pied des professionnalités. Donc, il y a une sorte de co-conception avec les personnes des lieux, et de la sorte, on devient des réalisateurs de l'action. Souvent, les architectes sont donc des réalisateurs d'action. C'est donc une nouvelle forme d'architecture qui voit le jour et d'architecte qui voit le jour, une sorte d'architecte générateur qui génère quelque chose de nouveau. Et je pense que cela tient à la formation des architectes aussi, à savoir que les études d'architecture sont probablement les seules études qui se penchent sur les sciences dures, mais également qui s'ouvrent vers l'intégration d'autres aspects, à savoir les lieux, les concepts et les théories qui se brassent. Et ceci est possible grâce à la capacité qu'ils ont de concevoir la spatialité, l'espace. Et dans les meilleurs des cas, eh bien, il faut ajouter à cela comme autre ingrédient la passion. Et avant de terminer mon intervention, je voudrais parler de Riace et surtout à l'épilogue très heureux de ces journées, puisque Riace, c'est une personne passionnée qui a mis sur pied des processus de régénération à l'encontre de toute prévision et de toute réglementation à caractère bureaucratique. Merci. Merci Adelina pour votre intervention. Nous sommes tout à fait dans les temps, donc merci à Adelina, notamment pour avoir respecté
le temps qui t'était imparti parce que cela nous permet de donner de la place également aux autres interventions. Nous savons que les webinaires doivent toujours être riches, mais en même temps rapides et dynamiques. Donc, nous allons changer maintenant de façon absolument décisive de lieu géographique. En effet, l'intervention que nous allons entendre est celle de Alexander Ostan. Donc, on va de l'autre côté de l'Adriatique. Et je vais laisser la parole donc à Monsieur Ostan qui va nous présenter son essai. Je dois dire que, comme je l'ai dit au début de ce webinaire, l'exploration qui a été faite dans les Balkans à travers les auteurs que nous avons impliqués, je vous rappelle que Monsieur Ostan a été un petit peu le chef d'orchestre d'un travail collectif, plusieurs voix, qui a réuni donc différents scientifiques, lesquels ont utilisé des approches différentes pour faire des recherches sur des zones et des régions totalement différentes les unes des autres. Alors, je fais allusion aux essais de Dario Kristic sur les territoires de Bosnie-Herzégovine, Andrej Sikovic sur les montagnes de Serbie, et enfin l'essai de Robert Jonathan Loer qui, lui, s'est penché sur l'intérieur de la Croatie et les montagnes de l'intérieur de la Croatie. Nous avons demandé à M. Ostan de faire une relecture critique permettant de réunir toutes ces régions fort différentes. Lorsque l'on parle des Balkans, eh bien, on est en présence de contextes géographiques et culturels qui sont tout à fait spécifiques, qui ont une histoire particulière. Et il s'agit d'un croisement, d'un carrefour de cultures totalement différentes entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud de l'Europe et de la Méditerranée. Et donc, aujourd'hui encore, l'architecture et les transformations urbaines et architecturales auxquelles on a assisté dans ces régions comportent toutes ces différences et ces particularités culturelles qui les ont toujours caractérisées. Je tiens donc tout particulièrement à remercier Alexander Ostan pour sa présence. Il collabore avec notre comité éditorial depuis de nombreuses années, il le fait avec beaucoup de passion. Et donc, il est l'auteur notamment de cet essai, mais d'une manière générale, c'est aussi un référent pour nous très important pour ce qui est de l'Est des Alpes. Je ne l'ai pas dit encore, mais Alexandre a une vie extrêmement intense sur le plan professionnel et sur le plan culturel en Slovénie. En effet, il a fondé un cabinet d'études et de projets à Ljubljana. C'est son activité professionnelle, mais en même temps, il est chercheur, professeur et en particulier, il enseigne à la faculté de Ljubljana où il est professeur d'architecture. Donc, je lui laisse la parole. Merci à Alexander Ostan. Roberto, merci, mais avant de commencer, je vous dis bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je voudrais vous remercier pour votre invitation tout d'abord. C'est vraiment... Et je vais continuer en anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que mon italien n'est pas suffisant pour pouvoir faire une présentation. Et donc, je vous prie de m'excuser d'ores et déjà de ce passage en anglais. Donc, merci Roberto. Et merci également à toute l'équipe de Arcap. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vais essayer de faire une brève présentation sur ce qui a été publié dans le dernier numéro, le numéro 10 donc, de Arcalp. Comme cela a déjà été expliqué par Roberto, j'ai écrit sur l'histoire de l'architecture en Slovénie depuis pas mal de temps. J'ai écrit donc sur ces thèmes au cours des dernières années, y compris dans les versions précédentes de Arcalp. Mais cette fois, on m'a demandé de parler des Balkans et j'ai accepté de bon gré. Est-ce que je fais passer les transparents, les projections ou bien vous en occupez? Si vous pouviez me donner quelques indications à ce sujet, merci. Je vous ferai signe donc pour changer les images. Alors, tout d'abord, vous avez une carte de l'Europe que vous voyez. Vous connaissez sans nul doute cette carte. Vous voyez les parties en marron qui indiquent les Alpes. Et nous faisons partie de la région des Alpes juliennes,
sud-est, et c'est le nord de l'ancienne Yougoslavie. Donc, nous faisions partie de l'Empire austro-hongrois sur le plan historique, et donc c'est la région de la Vénétie julienne et du Frioul. Mais par la suite, au XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, nous avons été rattachés aux pays du sud de cette région, les États donc, qui ont reconstitué toute cette région. Je vous parle de l'histoire pour vous donner quelques indications importantes, mais vous voyez par ailleurs qu'il y a d'autres régions importantes au niveau européen. Vous avez l'Anatolie notamment, et si l'on se déplace vers l'est, nous voyons d'autres montagnes. Donc, comme je viens de le dire, les montagnes de l'Anatolie, mais si l'on revient en Slovénie, on trouve les Alpes dinariques. Vous ne voyez peut-être pas la souris qui se déplace, mais je suis en train de montrer donc les Alpes dinariques et je vais déplacer la souris vers le sud, à savoir la Macédoine et d'autres chaînes de montagnes des Balkans. Transparent suivant. Eh bien, ici, on le voit de façon encore plus détaillée. On voit quelle est la géomorphologie de cette partie de l'Europe. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. Alors, s'il vous plaît, passez rapidement, revenez en arrière, merci. Donc ici, on voit bien au nord-est la Slovénie. La Slovénie qui partage les Alpes avec d'autres régions et qui en même temps est proche de la Méditerranée. Donc c'est la région de Alpes-Adria. Vous voyez cette ligne qui va vers la Bosnie-Herzégovine, à savoir le centre des Alpes dinariques. Mais lorsque l'on se déplace un petit peu vers le sud, donc en arrivant presque en Grèce, le nord de la Macédoine, eh bien on arrive ici dans la région qui est l'étymologie des Balkans, à savoir les montagnes balkaniques de Bulgarie. Vous le voyez, c'est à côté de la Serbie. Et sur le plan étymologique, en fait, ce n'était pas tout à fait correct au XIXe siècle, mais en réalité, cela a été repris comme terme pour décrire toute cette péninsule. Ensuite, il y a d'autres régions de montagne, évidemment en Bulgarie et en partie également en Grèce. Cliquez, s'il vous plaît, sur la slide pour continuer, pour faire passer les images. Merci. Alors, le terme de péninsule balkanique, en fait, n'est pas exact. En effet, la péninsule est définie de façon tout à fait claire. Par exemple, la forme de botte de l'Italie constitue une péninsule. Pour ce qui est de la péninsule ibérique aussi, on a une frontière, à savoir les Pyrénées, et le reste est entouré par la mer. Alors que dans le cas des Balkans, c'est un petit peu différent. Il n'y a pas de division aussi nette entre le nord et le sud. Donc ce n'est pas vraiment une péninsule. Où commencent les Balkans? On n'a pas une définition tout à fait claire de cette situation et en effet, les géographes modernes ne parlent pas tellement des Balkans, mais plutôt dans ce contexte politique d'Europe du Sud-Est. Europe du Sud-Est. Sur cette carte, vous voyez le cours d'eau. Je ne sais pas si vous voyez dans le sud de la Slovénie, au sud du Sava, à savoir un fleuve qui a sa source en Slovénie et qui s'écoule jusqu'à Belgrade où il conflue vers le Danube. Et ensuite, le Danube débouche sur la mer Noire. Alors, cette région qui est au nord, la région qui est au nord de ce cours d'eau, de cet ensemble de cours d'eau, ne fait pas partie des Balkans, alors que tout ce qui est au sud de ce cours d'eau fait partie des Balkans. Pourtant, la Grèce fait partie de la Méditerranée en termes de région et une partie de la côte croate, je dirais même la plus grande partie de la côte croate, elle aussi fait partie de la Méditerranée, ce qui montre donc qu'on n'a pas une véritable définition claire de ce qu'est la péninsule balkanique. Et la morphologie de cette péninsule, par ailleurs, ne fournit pas une identité géographique. Disons que ce n'est pas un attribut spécifique en termes géographiques. Et donc, depuis quelque temps, on évite d'utiliser ces termes
mais la balkanisation est une sorte de symptôme, un symptôme qui raconte surtout les aspects négatifs des Balkans. Alors, il y a ici des excursus historiques que je pourrais faire, mais disons que d'une manière générale, lorsque l'on parle de balkanisation, eh bien, c'est une acception négative. C'est quelque chose qui fait donc référence aux parties un petit peu plus tristes et pleines d'ombre de cette région, avec une fragmentation et des guerres, etc. Alors, vous voyez ces montagnes et le cœur de cette région est à caractère subalpin ou alpin. Je vais maintenant continuer à vous présenter les images suivantes et à faire passer moi-même les images. Donc, vous voyez ici une carte qui montre les pays lesquels, en théorie, devraient faire partie des Balkans, même si en réalité, la Roumanie ne se sent pas comme faisant partie prenante des Balkans. Euh, de même que la Moldavie au nord-est, la Grèce et une partie de la Turquie n'ont pas ce sentiment d'appartenance aux Balkans à proprement parler. D'une manière générale, on peut dire que ce thème de Balkans est quelque chose d'un petit peu particulier. J'ai une citation dans la slide suivante, une citation d'un philosophe connu, Slavovitch, qui plaisante lorsqu'il parle de la définition des Balkans. Et il plaisante là-dessus. Nous voyons que, en réalité, la Bosnie-Herzégovine est le centre de cette région géographique dont je suis en train de vous parler. Alors, je vous ai parlé de la Bosnie-Herzégovine, mais d'autres auteurs ont parlé d'autres régions, pardon, comme le sud de la Serbie avec plus de collines. Puis on a le Kosovo dont on parle aussi dans ce numéro. Et on a un article aussi sur l'Albanie. Le Monténégro également a des exemples très intéressants d'architecture de montagne. Dans ce contexte, nous avons parlé de la Croatie, qui fait partie aussi de traditions et de la culture de l'Europe centrale, car elle faisait partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Sa capitale, Zagreb, est très européenne et a toute une personnalité propre, avec un contexte religieux, la Croatie étant catholique comme la Slovénie. La Bosnie est déjà partagée. Elle est en partie musulmane, en partie catholique et en partie orthodoxe, alors que la Serbie est orthodoxe, le Monténégro est orthodoxe, le Kosovo est musulman et la Macédoine du Nord est un mélange entre musulmans et orthodoxes et l'Albanie aussi est mixte. La Bulgarie est orthodoxe. Donc, bref, il existe aussi des divisions religieuses qui définissent le contexte culturel de cette zone, et ce qui va donc des aspects anthropologiques aux aspects politiques, et la région joue un rôle fondamental dans le contexte de la culture, de la vie et de la construction de la culture. Tout est étroitement lié. On ne peut pas diviser l'aspect de la culture et de la vie, de la culture au sens plus large, et de l'histoire, de la culture territoriale, de la culture anthropologique, de la culture religieuse. Le philosophe que j'aime mentionner, Slavoj Žižek, dit, si on demandait à un Autrichien où sont les Balkans, il dirait bien en Slovénie. C'est là que les Balkans commencent avec les primitifs. Si l'on le demande aux Allemands, ils diraient bien, c'est à partir de l'Autriche. Ils avaient un empire, maintenant ils se sont balkanisés. Si cette même question était posée aux Français, ils diraient cela commence des Allemands, des fascistes. Et enfin, les Britanniques diraient que toute l'Europe continentale d'aujourd'hui devrait être considérée comme une grande péninsule des Balkans où la bureaucratie de Bruxelles se trouve. C'est la nouvelle Constantinople et les Britanniques sont la seule exception. Voilà l'idée que les pays du Nord souvent ont en balkanisant cette région.
Bien entendu, c'est à titre de provocation, mais la division est celle que je vous ai montrée sur la carte, qui tient compte également des fleuves, etc. Mais ce sont des termes qui doivent être utilisés dans un contexte qui est en soi très délicat. Voici les Balkans, donc une petite chaîne montagneuse et toute la région a pris son nom, a tiré son nom de de ce petit massif que je vous montre. J'essaierai maintenant de vous montrer cette région, comment elle se présente avec des photos. Cela peut vous donner une idée du contexte. Voilà, vous pouvez voir que la géomorphologie et le caractère du paysage de cette région est différent par rapport aux Alpes, mais il existe aussi des similitudes. C'est une région à plus basse altitude, on a des pâturages, nous avons aussi un patrimoine culturel bien présent. D'un côté, c'est encore assez sauvage, mais avec une urbanisation croissante. Cette nature sauvage rend cette zone difficile à approcher et risque aussi de devenir excessivement urbanisée. On a donc des contextes naturels qui sont encore préservés, mais à côté, on trouve des nœuds d'urbanisation dense. Nous pouvons voir quelles sont les couches, les différentes couches historiques. On a des sites historiques qui sont très intéressants. Lviv-Skibir, près du Danube. En fait, le fond du Danube est une gorge située au sud de Belgrade où il existait des sites, des habitats avec des maisons coniques. Donc, des restes préhistoriques ont été retrouvés ici. Là, voici un musée en plein air qui est très intéressant, qui a été réalisé sur des terrasses. Puis on a Ucedol, Vinça et d'autres sites préhistoriques qui sont aussi très intéressants. Quelques-uns sont mieux préservés par rapport à d'autres. Ohrid, en Macédoine du Nord, c'est une reconstitution, même si d'un point de vue scientifique, ce n'est pas très correct. Nos sites sont des sites UNESCO. Là, c'est une interprétation euh, en soi, mais 6000, 7000 avant Jésus-Christ qui existaient dans cette zone. Voici une carte qui nous montre la limite qui définit un peu la mentalité et la manière de penser et qui montre les affinités culturelles existantes. On a l'Empire romain en rouge, alors qu'en orange, à l'est, c'est l'Empire de l'Est. Maintenant, la frontière est à l'est située à l'est de la Bosnie d'aujourd'hui. C'est une frontière qui a représenté une division très importante, déjà dans la période de la préhistoire et puis très fortement à l'époque romaine et par la suite. C'est une frontière forte pendant l'Empire ottoman qui était en train de conquérir la région des Balkans. Les Turcs sont arrivés par Constantinople via Vienne et Budapest. Vous pouvez voir que, encore une fois, la frontière est un peu plus déplacée vers l'ouest et la partie sud de la Croatie, donc qui a subi plus ou moins 400 ans d'occupation avec le Monténégro, la Macédoine, une partie de la Bulgarie qui ont été occupés par les Ottomans. Eh bien, ces éléments culturels qui ont coloré cette région font partie de façon profonde de l'image plus vaste de cette culture. Donc, si on étudie cette région, il faut connaître les événements historiques qui l'ont caractérisée à titre principal. On a eu la guerre des Balkans au début du
XXe siècle, la guerre mondiale, tous ces événements ont bouleversé de façon radicale la dynamique de la région, même en termes ethniques. On a créé un mélange de groupes ethniques, de langues, de religions. Encore une fois, encore des cartes historiques sans entrer dans le détail. Là, vous pouvez voir la partie sud de la Roumanie et de la Serbie qui font partie de cette région. Eh bien, je vais entrer dans le thème de l'architecture plus récente. Ce sont là des exemples traditionnels d'architecture. Au total, combien de temps j'ai encore? Est-ce que vous pouvez m'aider avec mon temps de parole? Parce que là, c'est Sarajevo, la capitale des Balkans de l'ancienne Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, la seule ville située au sein des montagnes, des Alpes dinariennes. Zagreb au nord. On a tout simplement de grandes collines, sinon Zagreb est assez en plaine. Il en va de même pour Belgrade, qui a de petites hauteurs, même pas des collines. Et Sarajevo est la seule seul lieu qui a un contexte de montagne important. Là, on voit déjà un mélange de culture islamique, de culture occidentale qui est resté, a subsisté pendant longtemps à Sarajevo. Donc, en effet, on le voit aussi à partir du paysage, donc les différents types d'architecture. On a une architecture plus orientale, avec des minarets, etc. Cela a caractérisé Sarajevo, qui s'est trouvé à mi-chemin sur les collines. Les armées sont arrivées, ont bombardé la ville, et vous savez quelle a été l'issue tragique pour la partie serbe de cette ville. Et nous pouvons continuer. Nous pouvons voir quelques images historiques pour comprendre la nature de la tradition qui s'est construite autour de l'influence orientale. Donc, il s'agit d'un style que les Turcs ont amené jusqu'à la Bosnie. Donc, ce sont de petits ensembles urbains avec, vous voyez la typologie des différents bâtiments avec des structures en bois sur les toits et la pierre en bas. Là, l'image un peu plus touristique, mais celle-ci nous montre quand même le cœur islamique de Sarajevo. En effet, le nom est islamique, la morphologie est bien visible. Là, on a des magasins, mais on a une répartition claire dans le tissu urbain entre la partie musulmane et la partie de l'Autriche-Hongrie. Un point de rencontre, une sorte de point de rencontre entre Orient et Occident. C'est véritablement un lieu de rencontre, un carrefour entre l'Est et l'Ouest. Et jusqu'à il y a 3 ans, cette architecture post-guerre s'est ouverte pour faire l'objet d'un grand intérêt au niveau global. Je le dis rapidement pour vous donner une idée si vous êtes intéressé. Observez ces thèmes qui se sont développés en Yougoslavie, la célébration d'événements tragiques, des batailles tragiques, parfois avec une fin glorieuse, victorieuse. Voilà, ce sont des monuments que l'on trouve un peu partout en Yougoslavie.
Une exposition a été récemment organisée sur cela. Et les territoires sont, en particulier des territoires de montagne, car les territoires de montagne l'importent. Je, de combien de minutes je pourrais encore profiter? Bien, bien, merci. Je démarrais ma présentation par l'histoire de Sarajevo, mais je vais vous donner maintenant un contexte différent. Vous avez certainement entendu parler d'un architecte qui est né à Ljubljana, qui a étudié à Vienne. Tous les architectes de Ljubljana sont partis à Vienne ou à Venise, voire à Milan parfois, pour vous dire que l'intérêt principal était pour les pays situés plus au nord. Otto Wallersch a travaillé à Prague jusqu'aux années 20 et est revenu, il est rentré à Slovénie et il a ouvert une école locale à Ljubljana. Ensuite, un de ses étudiants a créé un langage moderniste sur la base du héritage de son maître, Le Corbusier, et il a pu mélanger les deux styles, les deux aspects grâce à une fusion entre eux qui s'inspirait d'un modernisme critique. Pourquoi cela est important? Car l'étudiant, l'élève de Prečnik qui présente cette, ceci se rattache également à Charmir, un architecte qui ensuite qui s'est transféré à Sarajevo, qui s'est diplômé avec Plečnik, qui est parti à Paris, qui a été à la faculté des arts, a étudié les arts à Paris, et puis nous voyons les dessins. Il s'est ensuite déplacé, il est allé en Italie, il a étudié la culture classique en développant un style tout à fait original. Alors, Grabian a fait partie de la première génération. Il a opéré, donc il a œuvré à Zagreb, mais il a été influencé par Paris, par Le Corbusier et par une série d'influences. Donc, encore une fois, l'influence de Le Corbusier a été importante. Il y a une fusion très intéressante entre l'Orient et l'Occident que l'on peut observer. Et il y a par ailleurs un régionalisme critique qui se rattache tout de même à la culture globale, à la culture planétaire d'un côté, mais de l'autre, elle se rattache aussi à la culture locale, qui est propre à chaque territoire. Et donc, on a suivi les études de Le Corbusier, qui a réalisé notamment Le Voyage d'Orient, qui a été publié. Moi, j'ai trouvé un fac-similé d'ailleurs de ce livret de Le Corbusier, Le Voyage en Orient. Ensuite, il s'est rendu en Allemagne, et où il a réalisé un autre livret d'études comme celle que nous voyons. Ensuite, il s'est rendu plus à l'est, à Istanbul, et là encore, on trouve des croquis. Nous voyons ici les principaux monuments, l'Acropole, Sofia, etc. Mais en fait, il était très intéressé par l'architecture locale et surtout par la morphologie spécifique de ce style. Et donc, Le Corbusier a été fasciné et il a essayé de développer des sujets inspirés précisément de cette architecture orientale. Avec une ouverture des bâtiments vers le haut, vers la hauteur. Ensuite, Gradian a publié son premier livre consacré à l'architecture de Sarajevo, et ceci dans un contexte d'architecture moderne, en ce sens qu'il a essayé de fusionner la tradition. Nous en avons ici un exemple, une autre publication du même architecte,
un chercheur qui a étudié à la faculté d'architecture. Et nous pouvons dire qu'initialement, c'était plutôt un théoricien, un scientifique. Il faut faire allusion aussi à l'influence de la Macédoine qui est très forte. Et nous avons donc ce beau livre qui est sous l'influence de Le Corbusier, un livre qui analyse le rez-de-chaussée, des sections des façades, des habitants, des habitats. Et également, on voit cet organigramme un peu plus important, toujours réalisé par Gabriane. Organigramme pardon, qui montre la terre, qui montre la culture, ainsi que toutes les cultures et toutes les influences de la topographie, le climat, la religion, les traditions. Donc ce sont là des influences qui se réunissent dans le tronc de l'arbre et ensuite le feuillage. Le feuillage, en revanche, qui s'ouvre, donnant lieu à l'expression de l'architecture de Kapisic, de Saja et d'autres. Et donc, c'est une étude extrêmement intéressante. Nous avons ici un autre ouvrage de croquis qui montre la manière dont on a analysé les caractéristiques des rez-de-chaussée qui sont très spécifiques avec ces cours, notamment ces cours intérieurs, avec ces murs également qui ferment la partie intérieure. Et ceci reflète totalement l'architecture et la morphologie orientale. Alors, quelques photos maintenant tirées de son livre. À gauche, l'architecture bosniaque centrale, c'est-à-dire, vous voyez que ce toit aux formes caractéristiques, et à droite, en revanche, une typologie beaucoup plus orientale. Alors, je passe rapidement sur ces très belles silhouettes des villages que on retrouve maintenant rarement, malheureusement. Parce que malheureusement, il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas de stabilité au niveau des gouvernements et on n'a pas non plus d'approche organique vis-à-vis de l'architecture et vis-à-vis de la culture. Donc une approche qui soit globale, qui vise à maintenir les traditions. Malheureusement, il n'y a pas eu de développement ultérieur à cause des turbulences causées par la guerre et à cause des tensions dont vous avez certainement entendu parler, y compris au cours des derniers mois. Il y a des tensions entre la Bosnie et le Kosovo qui perdurent. Ce sont des tensions qui peuvent facilement s'enflammer s'il n'y a pas de soutien en provenance de l'Europe. Parce qu'on peut dire que les Balkans sont déchirés entre, d'une part, l'Europe et d'autre part, la fierté d'être autonome. Donc entre ouverture et fermeture, il y a cette dichotomie. Et je dois dire que ces régions sont totalement déchirées par ces tendances qui sont des contrastes, à savoir d'un côté l'européanisation et de l'autre côté les tendances autonomistes. Donc il y a une sorte de déchirure, de fracture entre ces deux tendances. Alors il y a une vous vous souvenez, sans nul doute, des bombardements des années 90, donc il y a une résistance contre l'Europe, mais en même temps, on a également la tendance à s'ouvrir vers la Russie qui fournit des aides militaires. Donc la situation est extrêmement délicate, mais je ne veux pas trop entrer dans les détails de ces considérations. Je voulais juste vous donner des éléments de contexte. Nous avons ici d'autres images tirées de son livre. Vous voyez les habitats et la manière dont ces villages se développent. Vous voyez la synchronie qui existe entre les paysages, les toits, les volumes sous-jacents, les volumes également supérieurs. Vous voyez également l'articulation des toits qui est tout à fait spécifique de cette architecture. Et vous voyez ce que l'on trouve le long des fleuves. La Bosnie a encore des régions tout à fait enchanteresses. En général, la situation urbaine, cependant, est catastrophique. Après la guerre des années 1990, je dois dire qu'il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont abîmés, qui ont été détruits, qui n'ont pas été remis en état, ou même parfois on a improvisé des constructions. Et nous avons ici le camarade du précédent architecte, à savoir Juraj Neidhardt, qui est arrivé en Slovénie et qui a, d'une certaine manière, favorisé cette occidentalisation. Toutefois, il a toujours aussi préservé la présence de l'architecture orientale.
Alors, Neidhart était un architecte plus tourné vers les projets, vers les bâtiments, vers des typologies qui reflètent l'empreinte de Le Corbusier, cependant toujours dans un esprit oriental. Et c'est ici probablement son bâtiment manifeste sur les montagnes de Trebelice. Donc c'est une station de sport d'hiver où nous avons un toit presque plat, un toit fait de pierre et de bois avec ses fenêtres horizontales et donc une structure très intéressante. Ici, nous avons ici par contre un bâtiment suburbain. Pourquoi? Bien parce que cette architecture a essayé aussi d'ajouter des éléments préfabriqués dans une optique d'architecture industrielle, de façon à ce que la production puisse rester dans les années 50 et 60 en Yougoslavie. Alors, il a travaillé avec Bedentz à Berlin et ensuite, il a par la suite donc travaillé avec Le Corbusier. Le Corbusier a joué un rôle très important. En effet, 3 de ses étudiants étaient originaires de Croatie. Et ici, nous voyons ce plan libre caractérisé par de grands volumes, comme les unités d'habitation à Sarajevo. Cependant, il y a aussi l'ajout d'éléments locaux, donc textures d'une certaine manière locale, de iconographie locale également, dans une approche donc qui conjugue une approche universaliste avec des éléments locaux. La réalité est ensuite plus prosaïque. Nous avons un exemple de Sarajevo, un bâtiment public avec un style tout à fait moderniste, mais sans rien de spécial, pourrions-nous dire, à savoir sans la préservation du caractère local dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, je voudrais vous parler d'un disciple, Zlatko Ugljen, qui est le seul architecte bosniaque, et c'est un architecte qui a été en mesure de faire la synthèse entre la tradition et ce qu'il a enrichi à travers ses voyages en Scandinavie, en Finlande notamment. Donc des cultures dont il s'est inspiré. Et donc ce n'est plus une architecture dysfonctionnaliste, mais plutôt une architecture ouverte vers de nouvelles caractéristiques. Alors Uglien, qui est encore vivant et qui a un certain âge maintenant, a étudié ces roofscapes, à savoir ces toits qui reflètent le paysage. Il a travaillé surtout dans les années 70 et dans les années 80. Il a construit aussi de belles églises. Et donc, il a conçu des églises, mais également une mosquée. Son expression formelle est également une recherche de volumes qui suivent le langage formel traditionnel, tout en ajoutant cependant une sorte de ressort autonome, artistique et personnel qui le représente beaucoup. Nous voyons ici les années 60, la mosquée de Visoko, construction qui a commencé dans les années 60, qui ensuite a été interrompue parce que les habitants ont commencé à dire mais ce n'est pas une mosquée, ce que vous êtes en train de nous faire. Donc il a dû attendre 10 ans et surtout l'arrivée d'un investisseur qui provenait d'Extrême-Orient et qui a trouvé cette construction intéressante. Et donc, il a reçu des fonds pour pouvoir continuer sa construction. Alors, il s'agit d'un bâtiment qui est très bien intégré dans la morphologie des lieux de cette petite ville de Bosnie centrale qu'on appelle Visoko. Et donc, nous avons ici les anciens attributs de la mosquée, mais en même temps, c'est une structure qui s'intègre dans l'atmosphère ouverte et moderniste. Nous avons ici un hôtel Bregovac, dans cette localité de montagne. Nous voyons ici que la tradition est présentée de façon différente, à savoir que le roofscape est ancré dans la tradition. Il y a beaucoup de bois utilisé.
hôtel au-dessus de Sarajevo, Belavic, avant les Jeux Olympiques de Sarajevo. C'était le meilleur moment pour cette région parce que à cette époque, il y a eu une collaboration également avec d'autres régions, euh, la Croatie notamment. Donc, il y avait notamment des mariages mixtes, il y avait une intégration à l'époque qui était possible. Donc, c'était une époque différente. Et je veux dire que ce bâtiment est également très intéressant pour l'époque. Il est tout à fait représentatif de cet exemple de culture mixte. Nous avons en effet un mélange ici d'architecture moderne et de tradition. C'était un maître dans l'utilisation du bois, un maître de la construction, et malheureusement, presque tous ces édifices ont été détruits lors de la guerre des années 80, lorsque les Serbes, sans aucune hésitation, au cours de l'occupation, ont démoli ces très beaux exemples. Ici, nous avons par exemple la Mikulic House, c'est-à-dire une structure que vous voyez avec un énorme toit qui fait référence évidemment à l'architecture traditionnelle. Et vous voyez cet écart, ces différences entre les volumes du bas et l'ouverture vers le haut, les volumes du haut, et l'utilisation du bois qui, d'une certaine manière, nous rappelle aussi l'architecture japonaise. Vous voyez ici les angles, les baies vitrées, son support. Je pense que vraiment, c'est là un excellent exemple. Un exemple qui a été poussé dans ses plus infimes détails. Il a étudié à Sarajevo, il a également été professeur à Sarajevo, il a eu des étudiants évidemment à Sarajevo et nous voyons ici quelques exemples dans les villages inspirés de ces étudiants. Nous avons également une influence ici à signaler de Frank Lloyd Wright, en particulier les fenêtres. C'est quelque chose, à mon avis, que chaque culture architecturale doit respecter partout. Un élément local et en même temps une dimension universelle et moderne. Roberto, if we are finished Et je with crois qu'il l'a fait dans ces détails aussi. Roberto, je ne sais pas s'il y en a encore du temps, mais vraiment une minute. Alors, dans une minute, c'est ce que vous allez pouvoir lire dans mon article, Roberto Locri de Zagreb, qui est alpiniste et architecte, qui travaille avec Chamber à Zagreb. Voici les montagnes de Croatie que l'on peut voir au-dessus de la mer Adriatique. On a des montagnes qui sont magnifiques, qui sont encore très naturelles. Et son article parle en particulier de ces donc des promenades et des excursions qu'il fait en montagne le long des sentiers, et avec une reconstruction des anciens refuges qui existaient déjà autrefois, qui sont remis en état. architecture, there's no big cities in the mountains because L'idée they are donc de les moderniser, ce n'est pas une grande architecture, ce ne sont pas des villes, bien sûr. Ce sont des exemples de comment définir la morphologie de l'agriculture, de l'architecture de montagne par rapport à la modernité. Un autre auteur est Kristic, qui prend des photos du caractère complémentaire des couleurs des montagnes avec les restes, les vestiges rencontrés. Il s'agit de stèles, de cimetières. Et vous pouvez voir là aussi des cabanes et des refuges. Le territoire est très sauvage et très, très beau et particulier. C'est une zone vraiment vierge et sauvage qui, donc là aussi, la guerre a été combattue. Ici, donc, il reste encore des mines qui sont pourtant signalées. Donc, on sait. Christich nous montre aussi des bâtiments traditionnels, mais il a également travaillé sur une urbanisation plus récente. De grands investisseurs sont arrivés, ont essayé de construire des villes en montagne. Et voici un exemple. Probablement, cet habitat-là ne sera jamais complété, mais c'était l'idée des investisseurs qui ont fait des projets de spéculation avec ces projets. Et c'est vraiment un problème. La Croatie
suit la logique de la concurrence et est en train de suivre cette culture de l'architecture dans une plus plus complexe. Voici des exemples. Euh, Genasica, pour répondre à des tendances globales, également par l'agriculture de montagne, mais en général, ils sont financés par des financeurs qui ont beaucoup d'argent, et notamment par les pays arabes. Il faut vraiment conclure, je pense. Oui, il faut laisser la place aux prochains intervenants. Merci, merci beaucoup. Cette partie d'architecture contemporaine est contenue justement dans l'article écrit, donc vous pouvez le retrouver. Nous te remercions pour cette intervention très riche. Et maintenant, on passe de l'histoire, qui est partie de l'histoire, pour passer à l'époque contemporaine. Maintenant, la dernière intervention de Yugini Rase, architecte japonais, actuellement professeur à la Waseda University, qui a été également la Saga University, toujours au Japon, qui a fondé un cabinet professionnel. Je vais demander maintenant aux techniciens de vouloir lancer sa vidéo. Malheureusement, vu qu'il est au Japon, cela n'a pas été possible de se connecter avec nous. Il a donc enregistré une vidéo qui sera diffusée maintenant. Il va nous illustrer des œuvres de l'architecte Yoshizaka qui a construit sur les montagnes du Japon. Il va nous décrire certaines de ses œuvres un peu plus dans le détail. Architecture in Japan's mountainous areas, shapes determined by external factors, the natural environment. Eh bien, à partir de l'environnement naturel, je m'appelle Giraz, je suis japonais et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de participer à ce colloque d'Arc Alpes. Permettez-moi de présenter un peu le contexte de mon intervention. Tout d'abord, je pars de la présentation de moi-même. Je m'occupe principalement de la conception du projet de bâtiment au Japon. Je m'occupe également de formation et de recherche sur le design de l'architecture à l'Université de Waseda. En 2007, j'ai travaillé à Bâle, en Suisse, avec l'Université de Bâle, qui est fortement intéressée à la collaboration internationale. Donc, j'ai participé à un programme de collaboration financé par le gouvernement suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail. Je m'occupe de projets qui sont axés sur 4 thèmes principaux. Je ne vais pas entrer dans le détail de chacun. Dans le contexte de cette recherche, je m'occupe de recherche en matière d'agriculture de montagne dans le contexte de ma recherche sur l'infrastructure légère. Cela fait 30 ans, presque 30 ans, que je suis vraiment fascinée par l'agriculture construite dans les zones de montagne. J'ai donc conduit des recherches et des analyses sur ce thème, en particulier au Japon. Les refuges, les cabanes de montagne dans des contextes naturels difficiles, souvent n'ont pas de décoration, ne sont pas décorés, ce à cause de la nature même du milieu, de l'environnement, ce qui permet à la forme naturelle de l'espace de ressortir comme euh, élément inévitable. Il y a là toute une beauté dans des constructions aussi simples, aussi solides, ainsi une force de l'architecture qui naît du dialogue avec la nature aussi rude et difficile. Voici la villa de montagne à Cuba, qui a été inaugurée en 1905 à une altitude de 2832 mètres.
C'est le refuge de montagne le plus grand au Japon, avec une capacité d'accueil de 1200 personnes. Aujourd'hui, sur les Alpes, sur les montagnes du Japon, on a plus de 170 refuges. À cause des saisons, donc les pluies, les typhons au Japon, donc les fortes précipitations, la plupart des bâtiments ont des toits qui sont inclinés, avec des pans inclinés. Voici toujours le refuge de montagne de Hakuba. Cette forme est une forme naturelle due au climat. L'extérieur est tout à fait simple et on a des parois externes qui sont rouges, peintes en rouge. Et ce contraste de couleurs se ressort par rapport et se détache du vert des arbres. On a cet aspect très intéressant tout au milieu de la nature. C'est voilà un refuge très connu, le refuge de Karasawa, qui a été euh, conçu par un architecte bien connu. Il se trouve à 2350 mètres d'altitude et pendant l'hiver, les avalanches environnantes atteignent ce refuge, mais le bâtiment est ancré, est bien ancré dans le sol et donc les dommages des avalanches sont minimisés. Le refuge Karasawa est entouré sur deux côtés d'une paroi en pierre avec un gabion fait par un fil de fer et donc rempli de rochers. Cette paroi résiste et l'aspect général est un peu l'aspect d'une forteresse en pierre. Pendant l'hiver, là, vous pouvez voir, on a trois bâtiments. En fait, là, c'est une image d'hiver. Les bâtiments sont distribués de façon à réduire la surface qui est exposée vers la direction de l'avalanche. Voilà pourquoi l'avalanche dépasse le cumul de neige, neige qui s'est accumulée, qui se trouve sur le toit, et ce qui empêche que le refuge soit détruit. Et donc l'avalanche passe au-dessus du toit, de la toiture. Voilà un projet de Tateyama c'est un bâtiment sur la montagne Tateyama. Cela se trouve sur le plateau de Tateyama à 1940 mètres d'altitude. La forme de ce bâtiment a pour but de ne pas obstruer le passage au vent. Il semble être inspiré par la forme de la montagne qui est en toile de fond. Euh, il a une nature généreuse et donc il se distingue et se détache de la silhouette de la chaîne montagneuse. Le toit, la toiture a une forme toute simple avec peu d'irrégularité pour gérer bien les événements. Il est en forme d'arc très linéaire et il a été conçu pour que la neige euh, passe au-dessus. Là aussi, c'est un projet de ce même architecte et c'est encore une fois un refuge, une structure d'accueil qui se trouve dans une station de ski. La forme, euh, et cette forme élimine la nécessité d'enlever de la neige. Il se détache sur une toile de fond enneigée. La neige s'accumule sur les toits des bâtiments environnants alors que la neige tombe de façon naturelle de ce bâtiment. Voici l'intérieur. Au centre du plan hexagonal, on a l'escalier qui permet d'atteindre directement chaque salle.
Permettez-moi maintenant de vous parler de mon projet qui a été construit dans une zone de montagne. C'est le centre consacré aux visiteurs. On a deux centres de visiteurs sur le site à 2180 mètres d'altitude au pied du mont Ontake. Ensuite, on a un autre centre qui se trouve à 740 mètres d'altitude auprès du village. Pour que les deux centres de visite deviennent une structure coordonnée, il est proposé une architecture à la toiture rouge qui devient une image de visibilité et qui est bien évidente aux yeux des visiteurs. En rallongeant la toiture, l'on crée un paysage euh, qui se met en rapport avec le paysage montagneux. La montagne atteint les 3077 mètres. On le voit là en toile de fond derrière le centre de visite. Voilà le site de montagne à 2180 mètres. Et voici la maquette du projet d'exécution. Le volume fait 9 mètres de large sur 62 mètres de long. L'escalier principal se trouve maintenant dans une autre position. Il y a une référence à l'histoire par le passé parce qu'il y avait une connexion différente avec le toit. Nous avons ici une image du chantier et ensuite le projet à la fin de sa réalisation. Donc, nous voyons ce site en hiver. Ici, on essaye donc de éviter une obstruction par rapport au paysage. Les murs extérieurs ont une hauteur et ils ont été conçus pour faire face à la présence de neige, une hauteur maximale de neige, donc de 2,5 mètres. Nous voyons ici que nous avons une hauteur suffisante pour arriver à 60 degrés d'angle, donc pour faire face à la présence de neige. Nous voyons ici de nouveau l'escalier. Escalier qui part du parking et nous voyons également un espace pour la détente et le repos. Nous sommes ici maintenant à l'intérieur du centre visiteur. Les espaces ont la possibilité donc d'accueillir des expositions, donc si bien que les visiteurs ont la possibilité de visiter ces expositions, ils ont aussi la possibilité de jouir de la vue sur les montagnes. Les montagnes sont encadrées par ces fenêtres que vous voyez ici en hauteur. Et donc, il y a une connexion directe avec la nature et avec le paysage. Au cours de l'hiver, il neige beaucoup. Nous voyons ici donc la station de sport d'hiver. Nous voyons ici les structures. Nous sommes donc arrivés à une hauteur de neige de 2,5 mètres. Nous avons ici un autre centre d'accueil pour visiteurs qui se trouve à 742 mètres. Nous avons ici un toit symétrique de forme trapézoïdale. Ici, nous avons la maquette
du projet. Et il y a une très bonne continuité entre les espaces internes et externes. Par ailleurs, un vaste espace sur la gauche et de nouveau un escalier important. Nous voyons ici ensuite deux phases différentes de la construction et de l'achèvement de la structure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le toit est symétrique, de forme trapézoïdale. Et donc, il donne un sentiment d'unité avec le paysage de par sa forme. Alors, nous avons ici une vue de l'autre côté du fleuve. L'escalier donc donne accès à une vue tout à fait charmante des montagnes. Et donc cet espace donne la possibilité aux visiteurs de se détendre, de se relaxer. C'est un espace de 7 mètres. Et vous voyez par ailleurs ces structures en bois qui reprennent la forme de trapèze du toit. Nous arrivons maintenant à un autre projet, le barrage de Gokayama. Il s'agit là d'une structure qui est proche du barrage de Gokayama, donc c'est un barrage tout à fait impressionnant. Et nous sommes face à des formes qui sont vastes, des formes courbes, qui reprennent la forme du terre-plein, courbe aussi du barrage. Le parking et la terrasse sur le toit sont reliés de manière organique. Et ceci crée une matrice continue entre le paysage et l'architecture. Voici une pergola. À gauche, il y a un café. Ici, il y a des magasins. Cette pergola invite le regard à se porter vers le lac artificiel qui est formé par le barrage. Les persiennes sont en bois naturel. Elles ont été façonnées afin de réfléchir la chaîne de montagnes et aussi de devenir un nouveau symbole de la région de Gokayama. Et nous arrivons maintenant à la présentation du dernier projet. C'est un projet qui s'appelle Hut Tent. Il s'agit d'un petit refuge de montagne de 2,5 par 3,5 mètres. Un refuge qui a été conçu comme un abri pour accueillir les alpinistes, mais également comme un bâtiment qui peut être utilisé pour l'entretien des forêts. Alors, nous avons conçu un système qui peut être construit en peu de temps et nous avons utilisé un nouveau matériau de construction. À savoir que nous avons utilisé des panneaux carrés qui peuvent être transportés par des palettes en bois que l'on utilise au Japon. Et donc, on a conçu ce bâtiment de manière spécifique de façon à pouvoir installer ces matériaux dans des endroits qui sont reculés, où il est difficile de construire et où le transport est également très malaisé. Alors, tandis que les bâtiments en bois traditionnels produisent une grande quantité de déchets lorsqu'on les démolit, dans ce cas, en revanche, ils peuvent être réutilisés, par exemple sous forme de palettes pour la logistique. Évidemment, ceci permet de réduire considérablement la quantité des déchets qui doivent être éliminés. Il était très intéressant également de gérer l'eau dans ce cas précis, et donc nous avons utilisé des membranes de revêtement de manière à protéger les structures contre l'eau. Il s'agit
de matériaux imperméables. Such membrane becomes highly Étant donné visible que to light. ces membranes sont This is translucides, diffusing elles deviennent très visibles light la like a nuit lantern. et elles diffusent donc une lumière très agréable, une Moreover, lumière tamisée à la manière d'une they lanterne. are easy to install in places De plus, often ces where membranes sont faciles à transporting installer such as dans des mountains endroits où le transport est or difficile. remote island where C'est le transport cas notamment costs des are montagnes high. ou encore sur les îles éloignées, évidemment, où les coûts de transport seraient extrêmement élevés. A variety of uses will expand the possibilities of future HUT, such Nous as pensons mountain que climbing, evacuation la huts, variété d'utilisation de temporary ces shelter cabines centers. va augmenter de plus en plus. Marshes Donc, and ces sauna cabanes vont pouvoir être or utilisées, par exemple, universities comme des structures d'évacuation pour les alpinistes ou bien discussed comme des abris time temporaires en cas de catastrophe the need naturelle. as part of On the pourra future également les project utiliser to sous d'autres explore formes. Alors, highly ce projet s'est inscrit dynamical dans un and prototype qui a été développé dans le innovative cadre d'un mobile projet de architecture recherche by commun dont integrating le but various était know-how de of proposer experts une in architecture wood mobile et implementation, innovante, building material development, une architecture très development, design, et ce, branding, grâce à architecture, l'intégration du savoir-faire des différents experts qui sont intervenus, such donc qui ont été en mesure d'expérimenter Thank you de very nouvelles much. constructions en bois, Bye. dans le développement de matériaux de construction, le développement de membranes et également la conception architecturale. Je vous remercie pour votre attention. Riprendo la linea da Courmayeur. Alors, je reprends la ligne à Courmayeur. Nous n'avons pas beaucoup de temps à notre disposition. Je voudrais remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui sont intervenues, qui ont donné des idées extrêmement intéressantes. Et je voudrais donner un conseil à tous les participants, par ailleurs, à cette réunion. Je vous invite à feuilleter la revue parce que vraiment, elle est extrêmement intéressante. Elle est très intéressante de par la richesse de son contenu, évidemment, mais également parce qu'elle fournit des vues, des ouvertures sur des contextes qui pour nous sont pratiquement inconnus. Donc je pense que c'est là une lecture extrêmement intéressante. Et donc, à l'issue de ce voyage, de cette exploration, je voudrais passer la parole à Antonio De Rossi, directeur de Arcalp, pour ses conclusions. Merci Roberto. Bonsoir à tout le monde. J'ai vraiment très peu de temps et donc je ne vais pas m'attarder vu que nous sommes arrivés à la fin de ces 2 heures de direct. Je voudrais me rattacher à ce qui a été dit tout à l'heure et ce que vient de dire Roberto, à savoir que c'était très important pour nous de faire un numéro sur les Alpes, mais en dehors des Alpes, en dehors de l'Europe, ou en tout cas du territoire proprement alpin, parce que on a tendance à faire une autoreprésentation des montagnes alpines. Les Alpes sont les plus belles, ce sont les montagnes les plus sauvages, ce sont les montagnes les plus dépeuplées. Or, la réalité, si l'on pense aux Apennins, par exemple, et l'on pense également aux îles, parce qu'il y a un numéro qui est extrêmement intéressant sur les montagnes de la Sardaigne de l'intérieur. Si l'on pense également aux Balkans, au Japon, comme on vient de le voir, ou même aux Amériques, on se rend compte qu'il existe d'autres contextes qui offrent un panorama plus vaste d'espaces de haute montagne. Et c'est là un panorama très important parce qu'à l'avenir, de plus en plus, à cause de la translation verticale des paysages qui est induite par le changement climatique, eh bien, ces contextes, par l'avenir, vont avoir un rôle croissant. Alors, évidemment, la montagne est très à la mode actuellement. Elle est beaucoup plus à la mode que cela n'était le cas au cours des dernières décennies. Il y a beaucoup d'attention à l'égard des montagnes, une forte attention, et je pense que ceci se conjugue évidemment avec les changements structurels, les changements sociaux, les changements climatiques auxquels nous sommes en train d'assister. Et donc, il s'agit d'espaces qui offrent de nouvelles opportunités. En même temps, ce sont des espaces qui, sans nul doute, ouvrent la voie
à l'expérimentation. Ce sont donc des laboratoires d'expérimentation au niveau architectural, architecture qui doit être évidemment durable et qui doit être étroitement liée par ailleurs à une nouvelle vision, à savoir un nouveau lien entre l'économie, la société et l'environnement. Alors, vous voyez les images qui illustrent les autres articles de la revue et je voudrais rappeler Laurent Chapuis, qui est un grand concepteur français en matière d'architecture de montagne, architecture à Courchevel notamment, mais également il est à l'origine de stations comme Pila, par exemple, ou d'autres structures dans le Piémont. Et donc, il avait beaucoup d'attention, cet architecte pardon, pour les montagnes, et pas seulement dans le contexte des Alpes. En effet, bon, il avait certainement conscience des différences qui existent, mais il y avait par ailleurs une continuité. Cette représentation donc de Laurent Chapuis, de cet univers de l'altitude, est un univers qui, d'une certaine manière, peut être rattaché à un ensemble. Et je pense que c'est précisément cette inspiration qui se trouve à la base de la publication du 10e numéro de la revue Arcalp. Il est nécessaire donc de raisonner en ce sens afin de faire face à des événements qui vont probablement être caractérisés par des transformations très profondes et parfois même tragiques, les transformations des décennies qui arrivent, des décennies à venir. Donc, il est nécessaire d'avoir une capacité de conception dans ces lieux face à ces événements qui vont se produire. Cela demande une préparation longue et spécifique qui n'est pas une préparation purement technique, c'est une préparation qui a trait à de nombreux aspects. Et je dois dire que cette conjugaison de vision, de point de vue sur la montagne et sur le monde, c'est précisément ce que nous avons essayé d'illustrer à travers ce numéro de Arcap. Donc, je remercie évidemment toutes les personnes qui ont participé ce soir au webinaire, Madame Piccone, Monsieur le professeur Rostan, et je remercie évidemment l'Ordre des architectes de la vallée d'Aoste ainsi que la Fondation Courmayeur. Je veux dire que nous collaborons de longue date donc avec l'Ordre des architectes. Et je remercie par ailleurs de nombreuses personnes qui ce soir ont suivi cette présentation du numéro 10 de la revue Arcalp. Et je vous rappelle à ce sujet que elle est en accès libre, cette revue, sur le site www.arcalp.it et on peut également l'acheter directement sur le site. Vous pouvez donc acheter l'édition papier. Vous pouvez même vous abonner. Merci à vous tous et bonne soirée.